À l'automne, en -48, César et Cléopâtre assiègent la capitale égyptienne. Cette guerre va durer 4 mois. Elle assiste au combat à Alexandrie et dans le delta égyptien entre ses troupes et les troupes romaines et les troupes de son frère. Le combat va se solder par la mort de Ptolémée XIII. Le petit frère époux de Cléopâtre est retrouvé noyé dans le Nil, cherchant à fuir l'ennemi. Nous sommes au début de l'année 47 avant notre ère, et cette date marque un incroyable revirement de situation pour Cléopâtre. Elle récupère son trône et compte bien le garder, coûte que coûte. De quelle façon cette reine, d'à peine 21 ans, a-t-elle réussi à convaincre César de mettre à mort le pharaon d'Égypte? Jules César est un homme à femme. Toutes les reines sont passées dans son lit, mais celle-là, elle est un peu différente. Celle-là, elle lui ressemble. C'est une politicienne comme lui. Son intelligence fait mouche. Mais une question se pose. Ses talents politiques ont-ils été aidés par un physique avantageux? Était-elle irrésistible, si belle qu'aucun homme ne pouvait lui dire non? Le nez de la reine égyptienne était-il aussi splendide que le laisse entendre la légende? Le physique de Cléopâtre est un mystère que l'on n'élucidera jamais. Du point de vue scientifique, force est de reconnaître qu'on a une vision beaucoup moins précise et peut-être un peu moins sexy de la personne. Les représentations sont nombreuses. Ce sont surtout des visions fantasmées des artistes qui la peignent. L'impression d'avoir affaire à des femmes différentes à chaque fois. Alors comment était réellement Cléopâtre? Pour répondre à cette énigme qui passionne les chercheurs, les archéologues tentent d'abord de comprendre les origines de la dernière reine d'Égypte. Elles sont, elles aussi, très mystérieuses. Nous connaissons son ascendance paternelle qui est ptolémaïque. Elle est grecque macédonienne, ça c'est très clair. La lignée maternelle, elle, est moins claire. Nous ne savons pas vraiment qui est la mère de Cléopâtre. Cléopâtre VI, l'épouse de Ptolémée XII, était aussi ptolémaïque macédonienne. Mais elle est morte à peu près au moment de la naissance de Cléopâtre. Donc on ne sait pas si elle est morte en couche ou si Cléopâtre est issue d'une partenaire complètement différente. Sans certitude sur sa mère, les théories sont nombreuses. Et si le roi avait eu une maîtresse? Et si celle-ci avait été égyptienne? Il est possible que la mère de Cléopâtre ait été issue de la prêtrise. La question est de savoir quelle aurait été l'ethnie de cette femme égyptienne si c'était vraiment sa mère. Ça suscite pas mal de débats. À cette époque, l'Égypte est vaste, multiculturelle, avec une population d'origines différentes. Des Grecs, des Romains, des Juifs, des Égyptiens, des marchands orientaux. Une population colorée venue des 4 coins du bassin méditerranéen. Son père a forcément rencontré des femmes de tous horizons. Cléopâtre avait-elle la peau noire? Les chercheurs ont une réponse, mais qui fait débat. La couleur de la peau, il ne faut pas fermer les hypothèses, mais qu'elle soit noire est de l'ordre des probabilités de 0,00001%. Il faut regarder en gros à quoi ressemblent les femmes grecques, à quoi ressemblent les femmes égyptiennes, et on est quelque part entre les deux certainement. Il nous reste un moyen de découvrir les traits de la dernière reine d'Égypte. Direction la Bibliothèque nationale de France. Elle compte l'une des plus remarquables collections mondiales de monnaies. Depuis plusieurs siècles, les pharaons avaient pris l'habitude de se faire représenter au dos des pièces. Certaines de l'époque de Cléopâtre sont encore merveilleusement conservées plus de 2000 ans après son règne. Julien Olivier, chargé de ces précieux objets, nous révèle le physique le plus probable de la dernière reine d'Égypte. Les portraits de Cléopâtre sur les monnaies, il y en a de différents types et ils ne sont pas tous réussis de la même manière. Les portraits les plus anciens sont les plus fidèles. Donc cette drachme, par exemple, au portrait de Cléopâtre, elle est datée avec son ère régnale qui indique que cette monnaie a été produite en 46 avant Jésus-Christ, donc plutôt au début de son règne. Un portrait qu'on peut considérer comme assez réaliste, avec des nuances
dans la représentation du profil et du nez. Elle est toujours représentée à peu près de la même manière, avec un cou assez long, un nez assez proéminent, un chignon en arrière, avec une coiffure dite en côte de melon, et puis ce diadème, qui est ce bandeau de tissu qui signale sa condition royale. C'est ce portrait-là qui est le portrait le plus attesté de Cléopâtre. D'ailleurs, quand on a une sculpture qui est rapportée à Cléopâtre, c'est par rapport aux monnaies. Des attributs visibles aussi sur la fameuse statue conservée à l'Altes Museum de Berlin. Une sculpture en marbre où l'on remarque un bandeau royal, le diadème des Ptolémées qui souligne le caractère princier de cette femme, vraisemblablement la souveraine Cléopâtre. Par contre, on a des portraits de Cléopâtre qui sont produits ailleurs. Par exemple, cette monnaie qui est produite à Chalkis du Liban, eh bien, le portrait de Cléopâtre, on sait que c'est elle, parce que la date le confirme, parce qu'on voit bien qu'il y a un nez un peu crochu, le diadème, etc., la même coupe de cheveux. Par contre, le portrait ne ressemble pas du tout à ce qu'on connaît des traits de Cléopâtre par ailleurs, et là on a sans doute affaire à simplement un graveur maladroit, ou qu'il n'y avait pas de modèle, tout simplement. Des images plus ou moins réalistes donc. Finalement, Cléopâtre ne répond pas à nos canons de beauté actuels. Mais à l'époque, son habileté à séduire est incontestable. Les textes nous parlent d'une femme qui était incroyablement charmante. Pas belle, charmante. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Cléopâtre se fiche bien d'être belle. Elle veut être puissante. Elle n'a qu'un but, devenir la seule dirigeante d'Égypte, être la pharaone. Et pour l'atteindre, elle choisit d'être une main de fer dans un gant de velours. Elle savait moduler sa voix à la perfection. Et ça aussi, ça lui donnait beaucoup de charme parce qu'elle savait enjôler, elle savait être dure, elle savait attirer l'attention des gens. Il faut imaginer une femme qui entre dans une pièce et tout le monde se retourne sur elle. Cléopâtre aimait se présenter au public romain et aux politiciens comme une personne très intéressante et exotique venant d'Égypte. Elle savait comment jouer l'égyptianité. Elle était donc très intelligente dans sa perception de l'identité. Cléopâtre s'adapte à son audience. Et ce qu'elle cherche surtout, c'est l'approbation de son peuple. Sa famille a déjà commencé le travail. Dès son arrivée à Alexandrie depuis la Grèce, 3 siècles en arrière, le premier des Ptolémées a trouvé le moyen imparable pour valider sa position en Égypte. Le sentiment religieux était et est toujours très fort chez les Égyptiens. Si vous voulez tromper un Égyptien, vous pouvez le faire grâce à la foi. Au début, lorsque les Grecs sont arrivés en Égypte, c'étaient des étrangers. Comment ont-ils pu convaincre le peuple de se laisser gouverner? Les Grecs ont utilisé la religion et la mythologie égyptienne. Dans cette mythologie, les pharaons sont des dieux. Ce qui arrange bien Cléopâtre. Pour devenir une vraie pharaone, il faut qu'elle devienne une déesse elle aussi. Ce qui est important ici, c'est que le pharaon ou sa reine ptolémaïque s'associent et établissent le lien entre leur couple royal et le divin. Il s'agit d'un outil politique et religieux très puissant. Dès qu'ils deviennent rois, ils deviennent aussi dieux. On a donc des dieux rois et des déesses reines.